Bonjour à tous, il est 17h à Paris, 16h en temps universel. Vous écoutez Radio France Internationale, 18h à Jérusalem et à Gaza. Le journal en français facile. Diane Berger. La vie quotidienne des Gazaouis est toujours marquée par les frappes israéliennes. Malgré le cessez-le-feu, des bombardements ont eu lieu cette semaine. Notre correspondant dans le territoire palestinien a recueilli le témoignage d'un habitant. Son appartement vient d'être détruit. Les débats sont animés cet après-midi à l'Assemblée nationale concernant le budget de la France pour 2026. Les députés discutent en ce moment même de la taxe Zuckman, cet impôt pour les personnes les plus riches du pays. Et puis écoutez ce journal jusqu'au bout, car à la fin, Olivier Roger nous parlera du Zigzag Band, un groupe qui mélange les musiques du Zimbabwe avec les rythmes du reggae. Plusieurs ministres de pays musulmans vont se retrouver à Istanbul lundi. La Turquie organise une réunion pour discuter du plan de paix à Gaza, plus spécifiquement de la mise en place de la prochaine étape de la trêve. 3 semaines après son entrée en vigueur, le cessez-le-feu reste en effet très fragile. L'armée israélienne a bombardé à plusieurs reprises le territoire palestinien ces derniers jours. Notre correspondant dans la bande de Gaza, Rami Al-Meghari, est retourné cette semaine chez lui, dans la ville de Gaza. Il y a rencontré Younis Samour, qui vit dans le quartier de Chati, un quartier particulièrement touché par les dernières frappes. Reportage avec Frédéric Misselin depuis Jérusalem. Dans un appartement ouvert à tous les vents, Younis Samour regarde effaré l'étendue des dégâts. Les intenses frappes israéliennes cette semaine ont soufflé les murs de son domicile. 8 immeubles de son quartier ont été touchés. Younis vivait là, au premier étage, avec sa grande famille, ses 2 fils mariés, au total 12 personnes. Au milieu de la poussière et des gravats, on distingue un évier, un tabouret, un réfrigérateur, les restes d'une armoire. Tous les meubles ici ont été endommagés et ils avaient plus de valeur à mes yeux que la maison elle-même. Nous sommes 12 ici et tout ce que je peux faire, c'est placer des draps à la place des murs détruits afin de pouvoir y vivre. L'approvisionnement en eau a complètement disparu. La réserve du bâtiment est sous les décombres à proximité et toutes les canalisations qui y étaient reliées ont été arrachées. À partir de maintenant, nous n'aurons plus d'eau courante et nous ne savons toujours pas où nous approvisionner en eau. L'appartement avait été évacué sur ordre de l'armée israélienne juste avant les bombardements, mais c'est toute sa vie que Younis doit reconstruire. Rami Al-Meghari à Gaza, Frédéric Misselin à Jérusalem, RFI. À Gaza, mais pas seulement, les travailleurs humanitaires sont trop souvent ciblés. C'est l'alerte du directeur général du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, ce vendredi. Il dénonce notamment les violences contre les humanitaires au Soudan. 5 volontaires du Croissant-Rouge y ont été tués cette semaine. La situation au Soudan préoccupe aussi les Nations Unies. L'organisation dénonce des atrocités effroyables, je cite, dans la ville d'El Fasher, prise dimanche dernier par les paramilitaires des forces de soutien rapide. Il est question de viols, d'enlèvements et d'exécutions. Plusieurs officiers arrêtés en Guinée-Bissau. L'armée du pays annonce avoir déjoué une tentative de subversion de l'ordre constitutionnel, autrement dit une tentative de coup de force. Selon le vice-chef d'état-major, le général Mamadou Touré, cette action visait à interrompre le processus électoral. La campagne pour les élections générales commence demain. Le scrutin est prévu le 23 novembre. Le ministre tanzanien des Affaires étrangères dit ne pas faire d'usage excessif de la force contre les manifestants. Un peu plus tôt aujourd'hui, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a appelé le pays à ne plus utiliser la force de manière non nécessaire ou disproportionnée. Depuis mercredi et le début des manifestations ont commencé en parallèle des élections, les affrontements sont nombreux et il y a plusieurs centaines de morts selon plusieurs sources contactées par notre correspondant sur place. Le journal en français facile.
Vous écoutez toujours RFI, il est maintenant 17h05 à Paris. C'est le grand jour à l'Assemblée nationale. Les députés français débattent en ce moment même d'une mesure très discutée ces derniers mois, créer un impôt minimal pour les ultra-riches afin qu'ils contribuent à la même hauteur que les autres Français. C'est le principe de la taxe Zuckman. Les partis de gauche veulent l'inscrire dans le budget de l'État pour 2026. Signe de l'importance du moment, le Premier ministre est dans l'hémicycle, une présence sur fond d'ultimatum, de menaces de la part des socialistes qui envisagent de faire tomber le gouvernement. On retrouve sur place Charlotte Turien-Tomaka. Charlotte, les autres partis sont vent debout et il y a de fortes chances pour que cette taxe Zuckman ne passe pas. Oui, et pour éviter d'aller droit dans le mur, le Parti socialiste a prévu un plan en 3 étapes. Plan A, aller au combat sur la taxe Zuckman, qu'ils sont en train de faire, dont l'amendement est examiné dans l'hémicycle, mais en réalité, le Parti socialiste l'a déjà enterrée. Ils savent qu'elle ne sera pas adoptée. Ce qui nous amène donc au plan B, défendre une taxe Zuckman dite allégée parce qu'elle exonère les start-up et les entreprises familiales. Mais les socialistes n'y croient pas non plus, et donc nous arrivons au plan C, le plan le plus probable, celui du compromis. Le président du groupe PS à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, a ouvert la porte. Une 3e voie est possible, mais c'est au gouvernement de faire preuve d'imagination, prévient le parti. Les socialistes laissent entendre que Sébastien Lecornu, Premier ministre, pourrait faire une nouvelle proposition dans l'hémicycle, mais tout le monde jure qu'il n'y a pas d'accord entre Parti socialiste et macroniste. Réponse donc dans les heures qui viennent ici à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Charlotte Turien-Tomaka en direct de l'Assemblée nationale pour Radio France Internationale. Nicolas Sarkozy saura le 10 novembre prochain s'il peut peut-être sortir de prison. C'est à cette date que la Cour d'appel de Paris se penchera sur la demande de mise en liberté de l'ancien président français, emprisonné donc depuis 10 jours car il a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs accusé d'avoir récupéré de l'argent de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne présidentielle de 2007. Victoire des centristes aux Pays-Bas selon les derniers chiffres donnés à la mi-journée ce vendredi. C'est le parti D66 qui a gagné les élections législatives de mercredi dernier. Il a une très courte avance sur le parti d'extrême droite de Geert Wilders. Maintenant, le chef du mouvement centriste Rob Jetten doit négocier avec d'autres partis pour créer une coalition et pouvoir gouverner. Allez, on termine ce journal en français facile avec de la musique venue tout droit du Zimbabwe. Le label allemand Analog Africa a en effet ressorti les disques d'un groupe marquant des années 80 et 90, le Zigzag Band, inventeur d'un style nommé Shigio, un mélange de reggae des Caraïbes et des musiques du Zimbabwe. Olivier Roger. On a beau savoir que le reggae a conquis le monde, on n'imagine pas toujours qu'il a percé les cœurs et stimulé l'imagination d'une bande de jeunes musiciens de Gweru, localité nichée dans les Midlands, au cœur du Zimbabwe. Dans les années 80, Gilbert Zwamaïda et quelques-uns de ses amis Rasta fondent un groupe qui ne tarde pas à se produire dans les hôtels. Ils mettront quelques années à trouver un nom, le Zigzag Band, et à créer un style, le Shigio, du nom d'une danse traditionnelle de la région. Le Shigio, c'est une fusion de reggae, de dancehall et de mbira, la ligne mélodique produite par l'instrument du même nom, le mbira ou piano à pouce, qu'ailleurs on appelle sanza. Le Shigio du Zigzag Band va connaître la gloire au début des années 90, puis tomber dans l'oubli. Le sida décime une partie du groupe et la crise politique fait fuir le reste. Mais la radio zimbabwéenne avait conservé les disques pour le plus grand bonheur de Sami Benredjeb, fondateur du label Analog Africa, qui exhume aujourd'hui sur 13 pistes ce bel exemple de circulation musicale entre les Caraïbes et l'Afrique.
Voilà donc le Zigzag Band présenté par Olivier Roger du service culture de RFI. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Vous pouvez le retrouver sur notre site dédié françaisfacile.rfi.fr avec son script et même des exercices pour vous entraîner.